Bonjour à tous, bienvenue sur FPTV. Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Aline Tacite. Aline, bonjour. Salut René. Déjà, tu mets l'ambiance, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Alors Aline, je te connais très bien, donc on va pas faire semblant. Et comment te définir brièvement, c'est de dire que tu es une femme de tête, n'est-ce pas? Sans mauvais jeu de mots, puisque tu es aussi une experte en coiffure, sans mauvais jeu de mots. Mais c'est important de le dire parce que avant qu'on te connaisse dans l'excellence et dans le capillaire, tu as d'abord été assistante de direction trilingue, il faut le savoir. Et puis tu as eu cette passion pour les cheveux texturés, puisque c'est comme ça que l'on dit maintenant. Dans le jargon de la voilà, coiffure, exactement. Oui. Et tu es partie en Angleterre en 2007. Mais avant cela, beaucoup de personnes te connaissent pour le salon Boucle d'Ébène que tu as initié avec ta sœur Marina, qu'on ne va pas oublier de nommer, ta sœur Marina, en 2005. Alors, juste, première question, comment t'es venue cette passion pour les cheveux dits texturés? Alors, je rappelle déjà, les cheveux texturés, on entend crépus, frisés, bouclés, loxés au naturel, c'est important de le préciser. Comment ça m'est venu? Tout simplement, après quelques années de défrisage, avec ma sœur, on avait fait le choix de revenir au naturel, donc on a coupé la partie défrisée, et quand on a fait ce choix, on s'est rendu compte que on ne trouvait pas de professionnels, ni de produits, ni d'informations, et encore moins de formation de spécialistes en mesure de nous prendre en charge. Et donc, on a humblement décidé de changer le monde de la coiffure en profondeur. Mais déjà, on a été les premières à ouvrir ce débat en France autour du pourquoi est-ce qu'on se défrise et pourquoi ça devrait être la seule option proposée aux cheveux crépus et frisés. Donc, c'est en faisant ces recherches et en ayant cette démarche qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une absence totale d'information et de marché. Et pourtant, il y avait une demande. Il y avait une demande de femmes et d'hommes qui voulaient simplement porter leurs cheveux naturels parce que c'est ainsi que Dieu nous a fait. Et pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas la possibilité de les porter, de les sublimer en l'état? Donc tout vient de là. Et c'est comme ça que notre chemin a commencé. Donc moi, je me destinais absolument pas à la coiffure au départ, comme tu l'as si bien dit. J'étais assistante de direction trilingue dans un cabinet d'avocats, rien à voir, rien à voir. Mais pourtant, il y avait ce désir profond de changer les choses parce que à l'époque, je n'étais pas maman. Et je ne pouvais imaginer un monde plus tard dans lequel ma fille, possiblement, et d'ailleurs j'en ai une maintenant, vivrait les mêmes choses que moi, les mêmes violences, la même absence de spécialistes, la même invisibilité, manque de reconnaissance. Et zéro professionnel de la coiffure en mesure de proposer quelque chose de cohérent et de respectueux de nos texture. C'est très très bien expliqué, on va en parler, on va parler de formation notamment, puisque je sais que c'est aujourd'hui ton cœur de métier. Mais avant cela, l'une des raisons pour lesquelles je voulais absolument que tu viennes maintenant, c'est que tu as entamé, toi, ta sœur et beaucoup d'autres, et aussi évidemment avec le député guadeloupéen Olivier Servat, j'ai envie de dire une petite révolution. Alors, pour rappeler les faits, tu as d'abord été conviée en tant qu'experte, pas par n'importe qui, tu reçois une lettre officielle en novembre 2023, on te demande de participer à une commission. Pourquoi? Explique-nous en quelques mots. Donc effectivement, en novembre, je reçois ce courrier de l'Assemblée nationale. Le député Olivier Servat nous invite à un colloque historique sur la discrimination capillaire en France. Et donc l'idée c'était d'expliquer un peu notre travail autour de Boucle d'Ébène et pourquoi en fait il était important de faire cette loi. Donc au niveau déjà du travail que Boucle d'Ébène avait fait depuis 20 ans, au niveau des événements, mais aussi au niveau de la coiffure, et pourquoi en fait, et attester en fait du nombre incroyable de personnes qui sont discriminés du fait de leur texture, puisque nous en recevons quotidiennement au salon des personnes qui ont les cheveux crépus et qui se voient refuser des postes ou qui se voient demander expressément de changer leur apparence pour pouvoir soit évoluer, soit accéder, se fondre dans la masse. Et on est en 2024. Donc en fait, le travail du député, déjà lors de cette commission, était de débroussailler le terrain et de clarifier le propos pour le rendre clair à toutes les personnes qui étaient
qui sont concernés, mais qui ne sont pas aussi concernés pour mettre cette problématique visible. D'accord. Voilà. Donc, c'est très bien expliqué. Pour poursuivre, donc depuis le 28 mars dernier, alors, il y a un ajout qui a été mis à l'article 225-1 du Code pénal qui définissait déjà la discrimination physique, mais l'ajout précise une mention ou la complète en disant sur la discrimination physique basée sur la coupe, la couleur, la longueur ou la texture. Exactement. Mais j'ai envie de te demander pourquoi c'est si important de préciser ça, puisque une loi sur la discrimination physique existait déjà. Effectivement, et c'est d'ailleurs ce que certains députés ont opposé au député Servat. En fait, pourquoi c'est important? Parce que la loi sur les discriminations physiques est tellement large que les juges ont du mal à légiférer, à trancher, avaient du mal à trancher sur ce fait précis de discrimination capillaire. L'exemple type, c'est le cas de Aboubacar Traoré, ancien steward d'Air France, qui a été licencié, par rapport à ses cheveux, mais cela n'a pas été, il a eu gain de cause, même si c'est encore en cours, en tout cas, ça a été reconnu comme une discrimination. Donc ça va faire jurisprudence, ça fait une bonne chose. Effectivement, mais cependant, le juge n'a pas légiféré sur le sujet de la discrimination spécifique de la discrimination capillaire. Et ça permet de préciser et de faciliter les jugements et de protéger mieux les personnes qui sont directement concernées. Alors le fait qu'on en soit encore là, en 2024, qu'est-ce que ça t'inspire, toi qui depuis 2005 te bats pour l'acceptation, tu l'as bien dit, et la fierté que l'on peut avoir, même sans fierté, juste le fait d'avoir le droit d'être soi. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que ça t'inspire? Ça doit te bousculer. C'est pour ça aussi que je parle d'une mini-révolution quand même. C'est historique, comme tu l'as dit. C'est historique et pour moi, c'est une révolution tout court. C'est une véritable révolution parce que tu connais notre action depuis tant d'années et quand on a reçu cette invitation par rapport à cette loi, en fait, on avait personnellement, je m'étais rendu compte que je n'avais pas quasiment jamais utilisé ce mot de discrimination. Et pourtant, c'est notre sujet depuis 20 ans. Et c'est votre quotidien, j'ai envie de dire. C'est notre quotidien depuis 20 ans. Ça veut dire, ce que ça m'inspire, c'est que déjà, c'est incroyable d'avoir à voter une loi pour juste être soi. C'est complètement incroyable. Mais j'ai envie de dire, s'il faut passer par là pour avancer et pour être libéré, j'ai envie de dire encore plus, allons-y. Et en France, puisque je connais aussi bien les États-Unis que l'Angleterre, que la France, en France particulièrement, c'est historique parce qu'on sait qu'aux États-Unis, il y a le Crown Act qui a d'ailleurs inspiré en partie l'action d'Olivier Servat, qui est une loi qui protège aussi donc les personnes aux États-Unis. Mais c'est aux États-Unis. Là, en France, le fait que ça a été voté en première lecture à l'Assemblée nationale, c'est historique. Et surtout, ce qui était impressionnant, c'était de voir les députés tous bords confondus, en majorité, argumenter pour cette loi parce qu'ils en ont pris l'importance, la mesure, et ça, c'était fort. Mais est-ce que cette loi va véritablement au quotidien changer quelque chose? Parce que tu parlais de la Crown Act aux États-Unis, mais une étude assez récente de Dove, du groupe Unilever, révèle quand même que malgré cette loi, 2 femmes noires américaines sur 3 se sentent obligées de changer de coiffure, de coupe, avant d'aller à un entretien d'embauche. Alors, qu'est-ce que ça va changer en France? Eh bien, les employeurs, j'espère, parce que c'est le but, les employeurs se poseront la question 2 fois, sans doute, avant de demander, d'exiger ce genre de choses à des personnes qui ont une texture qui est juste la leur. Et donc ça va leur demander une réflexion différente. J'espère que ça va leur permettre d'ouvrir leurs esprits. Et quand je parle des employeurs, mais je parle de la société tout entière. Parce que ce que j'ai vécu avec ma sœur dans l'hémicycle de cette Assemblée nationale, c'était de voir
certains députés expliquaient qu'au début, ils ont ri de cette loi. Ils en ont ri parce que ce n'était pas leur réalité. Et donc, en fait, déjà, ça a le mérite de mettre à jour cette réalité qui n'est pas partagée par tout le monde. Oui, et puis l'absence de connaissances. Mais complètement. Donc peut-être aussi, là où le bas blesse, c'est le manque de formation, aussi bien des coiffeuses. Tout à fait. Parce que ce dont on a peur, ce qu'on ne connaît pas, forcément, ça rebute. C'est ça. Et c'est à tout niveau, ce manque de connaissances. Est-ce que aussi, dès le début, c'est pas, tu disais tout à l'heure que tu avais une fille, je sais qu'elle a 10 ans, c'est important aussi de leur apprendre à s'aimer, à savoir se coiffer. Je sais qu'il y a de nouveaux ateliers aux Antilles qui commencent à se créer sur le continent africain où on apprend aux petites filles à se coiffer et à s'aimer et à se trouver belles comme elles sont. Complètement. Toi, par exemple, en tant qu'experte de la coiffure, qu'est-ce que tu dis à ta fille de 10 ans? Alors depuis qu'elle est née, je lui dis qu'elle est magnifique et que ses cheveux sont extraordinaires et magiques parce que la matière avec laquelle elle est née permet des coiffures extraordinaires. Elle peut les porter en volume, elle peut les porter sculptées en tresses, elle peut en faire ce qu'elle veut à partir du moment où elle les aime et elle comprend les clés, leurs secrets. Et c'est ce que j'apprends donc à ma fille, mais c'est ce que j'apprends aussi lors de mes formations auprès de professionnels aujourd'hui, donc de la coiffure en général, parce que le monde de la coiffure enfin s'ouvre à toutes les textures, même si ce n'est pas encore dans les manuels classiques et dans la formation, de base. Dans le CAP, absolument. Elles n'apprennent pas, ça commence seulement. Alors justement, des professionnels comme toi, est-ce que c'est pas là où il faut intervenir? Je sais que tu as un salon dans le 13e et que tu en ouvres un deuxième qui lui va non seulement suivre son rôle de salon traditionnel, mais va aussi avoir un aspect de formation important. 2-3 mots sur la clé et ce que tu leur apprends pour faire la différence justement. Alors à ces professionnels, donc sur la formation de base, c'est déjà de comprendre qu'il existe différentes textures, de comprendre, de les analyser, de comprendre leurs besoins, parce que chaque texture a des besoins différents. Et c'est cette base-là qui permet de, mieux recommander à la cliente qui porte cette texture une routine adaptée, mais en plus, on sait comment il va réagir, on sait comment mieux le couper, mieux le soigner et les différentes potentialités de coiffure selon les différentes textures. Donc c'est tout ça que j'apprends et avant tout, ce que j'apprends aux coiffeurs, c'est participer à la démocratisation de ces cheveux texturés dans la coiffure. C'est-à-dire que pendant trop longtemps, les médias ont tapé sur ce cheveu en disant qu'il était difficile, qu'il était dur, qu'il était indiscipliné, etc. Et j'en passe des arguments. Or, il est juste magique. René, regarde-toi. Non mais, je veux dire, il est juste magique. Et effectivement, quand on ne connaît pas un sujet, on a tendance à en avoir peur, quel que soit le sujet. Mais encore plus quand il a été discriminé, il a été négativé pendant si longtemps, eh bien, c'est compliqué. Donc tout ça, je déverrouille en fait toutes ces clés mentales aussi, parce que ça permet de comprendre d'où viennent les traumatismes de ces clientes, de ces millions de clientes qui n'attendent plus qu'à passer les portes de n'importe quel salon. Alors, est-ce que les députés, donc que tu as pu côtoyer jusqu'à ce que cette loi passe, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, ils ont les yeux ouverts, si ce n'est le cœur, et est-ce qu'ils comprennent les traumatismes que certaines personnes vivent sur leur territoire? Alors, de ce que j'ai pu entendre, en tout cas, oui. Pour un bon nombre. Évidemment, il y a des détracteurs, on ne va pas les citer, mais il y a des détracteurs, mais ce n'est pas la majorité que j'ai pu voir, en tout cas, durant cette expérience à l'Assemblée nationale. Alors, de cette expérience, qu'est-ce que tu vas retenir? On voit ton engouement, on sent les trémolos et la passion, et on sent le fait que c'est une véritable victoire. J'ai envie de dire, non seulement pour
les hommes et les femmes noires, parce que les hommes aussi sont concernés, mais aussi pour l'humanité, parce qu'on doit apprendre à vivre ensemble et à s'aimer, s'accepter exactement comme on est. Effectivement. Alors, dans ce parcours avec les députés, est-ce qu'il y a quelque chose, une phrase qui t'a inspiré? C'est Daniel Obono. D'accord. D'origine gabonaise, je crois. Exactement. Qui a dit quelque chose de très juste. Quand les discriminations reculent, c'est toute la société qui progresse. Et effectivement, en fait, cette loi permet, parce qu'elle permet plus d'égalité, eh bien, toute la société va en profiter et on va tous avancer et être encore mieux ensemble, individuellement et ensemble, dans notre unicité et ensemble en même temps, parce qu'on va se respecter, on va comprendre la réalité de l'autre et on va mieux se respecter. Alors Aline Tacite, toi la femme passionnée et texturée, magnifiquement texturée, quel est ton mot de la fin? Comme j'aime à dire, en fait, la révolution de soi commence à la racine des cheveux. Waouh! Là, il faut quand même avoir le crédit. Hein. Il faut qu'on garde ça. C'est partout. C'est magnifique. C'était le titre que j'ai mis dans ma conférence TEDx que j'ai faite en 2000. Bah oui, ta conférence TEDx. Et puis, c'est partout sur les murs, boucle d'ébène. Donc personne ne peut piquer le crédit. Écoute, en tout cas, il y a l'historique. Hein. Donc, voilà. Ah, fantastique. Ouais. Répète encore une fois. La révolution de soi commence à la racine des cheveux. Magnifique, ouais. Magnifique. Et je dis aussi quelque chose qui est important et que je dis à ma fille, en fait, parce qu'elle est passée par des phases quand elle avait 3 ans et demi, ou d'ailleurs une semaine avant que je passe mon TEDx, elle m'a dit, elle était dans cette période de construction mentale, et parce qu'elle venait se prendre plein d'insultes et des choses comme ça. Et elle m'a dit que je serais quand même plus jolie si j'avais les cheveux lisses. Et la peau encore plus claire, accessoirement, mais les cheveux lisses en tout cas. Et là, j'ai été ébranlée un instant parce que ça m'a renvoyé à ce que moi je pensais à l'époque, quand j'avais son âge. Mes cheveux, je les voyais comme étant un problème. Et je lui ai expliqué qu'en fait, ces cheveux, ils étaient magiques et que c'était les seuls cheveux au monde qui pousseraient toujours en direction du soleil. Et ça, c'est un don de Dieu. Et donc du coup, il faut les chérir parce que c'est quelque chose d'extraordinaire. Et aujourd'hui, maintenant qu'elle a 10 ans et qu'elle est passée par ces phases un peu de construction, de déconstruction aussi, eh bien, elle porte son afro fièrement, elle porte ses tresses fièrement. Et quand quelqu'un vient la titiller par rapport à sa couleur ou par rapport à sa texture, elle s'oppose fièrement et avec la tête haute en disant « Tout va bien, je suis noire, j'ai les cheveux crépus et je suis belle. » Et c'est quelque chose de très fort, même si à un moment donné ça m'a ébranlée et que j'ai pensé que j'avais échoué pendant un instant, tu sais. Mais je savais, parce que son père et moi on travaille tous les jours pour en faire une femme forte et solide, accomplie, voilà, accomplie. Merci pour ce partage. Je pense que beaucoup de femmes vont s'en inspirer pour elles aussi apporter cette goutte magique à l'éducation qu'elles essaient d'avoir auprès de leurs enfants. C'est très important. Merci beaucoup Aline Tacite, ce sera le mot de la fin. Merci René. Merci à vous. Si vous avez aimé, commentez, likez, abonnez-vous. Merci pour votre fidélité. À bientôt sur FP.